Des enquêteurs ivoiriens sont arrivés à Bamako suite à l'arrestation de 2 suspects de l'attaque de Grand Bassam pour aider à faire avancer l'enquête. Le cerveau de l'attaque, Kunta Dalla, lui, est toujours en fuite. L'Éthiopie aura bientôt une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire. La nouvelle ambassade sera construite sur une superficie de 6700 mètres carrés. La pose de la première pierre a eu lieu aujourd'hui. Abidjan va abriter la 29e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique en avril. Nous reviendrons sur l'enjeu de ce sommet de l'agriculture dans ce journal. En France, des dizaines de milliers de manifestants disent non à la loi sur le travail, accusés de favoriser la précarité. Cette mobilisation émaillée de violence a conduit à plus d'une centaine d'interpellations. Madame, Monsieur, bonsoir. Des enquêteurs ivoiriens sont arrivés hier à Bamako suite à l'arrestation la semaine dernière dans le nord du Mali de 2 suspects de l'attaque de Grand Bassam. Le premier suspect est soupçonné d'être le chauffeur et le bras droit du cerveau de l'attaque. Le deuxième a reconnu avoir hébergé certains membres du commando à Abidjan et leur avoir fourni une aide logistique avant l'attaque selon des sources. Le récit de Sylvie Toury. Après les arrestations ce week-end de Midi à Sodak Diko, suspecté d'être le logisticien dans l'attaque de Grand Bassam, et d'Ibrahim Ould Mohamed, chauffeur et bras droit de Kunta Dalla, des enquêteurs ivoiriens atterrissent au Mali. Arrivés à Bamako ce mercredi, les émissaires ivoiriens se seraient rendus dans le pays avec les éléments de preuve en leur possession, en plus de ceux recueillis par les autorités maliennes, grâce notamment aux aveux des 2 suspects arrêtés et transférés dans la capitale malienne. Le mode de travail sera simple, confronter les différentes informations pour faire la lumière le plus rapidement sur cet attentat. Un autre point d'avancement, la confirmation de la nationalité du cerveau présumé de la fusillade. Selon les informations, Kunta Dalla est à l'instar de ses 2 complices de nationalité malienne. Où se cache Kunta Dalla? Pour quelle raison a-t-il perpétré l'attaque de Grand Bassam qui a fait 19 morts? Et avec qui a-t-il planifié et organisé les tueries? Des questions qui restent à élucider. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie célèbrent 50 ans de coopération. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Tedros Adhanom et Mabry Touakeu se sont rencontrés pour signer plusieurs accords de coopération. Les relations au niveau commercial et diplomatique entre les 2 pays vont se raffermir. Ben Touré, Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire et la République fédérale démocratique d'Éthiopie renforcent leur coopération. Cela s'est concrétisé par la signature de 4 projets d'accord portant sur la coopération, la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et officiels, la coopération dans le domaine de la santé et sur un mémorandum d'entente entre le Centre national de recherche agronomique et l'Institut de recherche éthiopien. De quoi susciter le satisfecit du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeu. L'artisanat éthiopien fait des merveilles. Et donc, il y a des choses qui sont produites dans ce pays qui pourraient alimenter nos commerces ici. Nous également, nous produisons bien de choses qui pourraient aller vers l'Éthiopie. Donc, ce que nous souhaitons, et c'est pour cela que l'accord global doit faire suite à l'accord entre nos 2 chambres de commerce, permettre donc des rencontres entre les hommes d'affaires, entre les entreprises privées. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole, a reconnu l'hôte de Mabry Touakeu. Tedros Adhanom, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a émis le souhait de son pays de bénéficier de l'expertise ivoirienne en la matière, avant d'exprimer à son homologue ivoirien la compassion de son pays suite à la fusillade de Grand Bassam. Il a également dit sa volonté d'épauler la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Tedros Adhanom est à sa toute première visite en Côte d'Ivoire. Il regagne son pays ce vendredi 1er avril. Et puis l'Éthiopie aura une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire. Elle sera construite à Cocody sur une superficie de plus de 6000 mètres carrés et sera livrée dans 3 ans. La nouvelle ambassade comprendra en plus de la chancellerie la résidence de l'ambassadeur. La cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.
La Côte d'Ivoire veut consolider son leadership sur l'agriculture continentale. Elle entend le faire lors de la 29e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique qui va se tenir bientôt ici même à Abidjan. Près de 400 délégués vont réfléchir sur les moyens de renforcer la solidarité entre les pays, la coopération sud-sud. Sur la table aussi, la mobilisation des ressources financières. Lansine Bakayoko et Adama Kone nous expliquent les intérêts et les résultats attendus à ce sommet de l'agriculture. La conférence régionale d'Abidjan va donner du contenu au programme de travail pour l'exercice biennal suivant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. 3 temps forts vont meubler les travaux. Le premier temps fort sera consacré à la société civile. Ensuite, la séance des experts se déroulera du 4 au 6 avril. Enfin, la réunion des ministres en charge de l'agriculture. La table ronde ministérielle envisagera une augmentation des investissements dans la région africaine. En toile de fond, l'éradication de la faim et la transformation des systèmes alimentaires. La Côte d'Ivoire ne sera pas seule à tirer profit des opportunités offertes par cette conférence. L'intérêt de la 29e conférence mondiale de la FAO rejaillit sur l'ensemble des pays africains, étant entendu que tous les pays africains ont pour objectif commun la réduction de la pauvreté par une contribution plus accrue du secteur agricole à la création de richesses. La 29e conférence régionale est organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire devrait présider aux destinées de la conférence pour les 2 prochaines années au terme de la rencontre d'Abidjan. La conférence régionale de la FAO est à sa 29e session. Vous l'avez entendu tout à l'heure, 29 fois donc que le pays se réunit que les pays se réunissent donc pour voir comment lutter de façon efficiente contre la faim en Afrique. Des participants venus de 51 pays vont parler de politique régionale et mondiale et des questions de réglementation. Noël Nyagno nous explique ici ce à quoi servent ces conférences. Les conférences régionales de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sont au nombre de 5. Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Europe, Proche-Orient et enfin Afrique. À quoi servent-elles? Ce sont des tribunes au cours desquelles sont passées au crible toutes les questions qui relèvent de la FAO dans la région. Elles servent également à la formulation des positions régionales sur les politiques mondiales et les questions réglementaires relevant du mandat de la FAO, donnent des avis à leur sujet et proposent des ajustements aux documents en question. Ensuite, les conférences régionales de la FAO mettent le projecteur sur les problèmes particuliers, examinent les plans ou programmes exécutés par la FAO en rapport avec les régions. Enfin, les conférences régionales examinent l'efficacité de ces activités et les résultats attendus de l'institution mondiale en charge de la question de la faim. À Abidjan, la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique aura examiné la transformation du système agroalimentaire africain pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Ce sera du 4 au 8 avril. Mais avant, la société civile régionale va labourer son champ du 1er au 2 avril, puis suivra la réunion des hauts fonctionnaires sous la présidence du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Pour la réunion d'Abidjan, 53 ministres en charge de l'agriculture sont attendus. Parlons emploi jeune avec ces 200 jeunes diplômés qui vont bénéficier de stages et de perfectionnement dans différentes entreprises de la zone portuaire d'Abidjan. La convention a été signée entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, et le ministre des Transports, Gaoussou Touré, au plateau. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique des stages écoles ou de perfectionnement. Le reportage de Grace Kando. Le gouvernement ivoirien fait de l'emploi des jeunes sa priorité. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour leur insertion. 200 jeunes vont bénéficier de stages écoles et de perfectionnement au port autonome d'Abidjan. Alors, une convention a été signée entre l'agence emploi jeunes et le port autonome d'Abidjan. Nous mettrons tout en œuvre pour que, effectivement, on puisse créer le maximum d'emplois au niveau des jeunes.
nous devons nous battre parce que quels que soient les efforts que le gouvernement va fournir, ce n'est pas les emplois au niveau des bureaux qui vont représenter le lot important. Ce qui est important, c'est que nous devons tous suivre nos jeunes frères pour qu'effectivement on puisse créer en eux l'amour de l'entrepreneuriat. Permettez-moi de magnifier ce partenariat qui augure de très belles perspectives pour nos jeunes en quête d'opportunités et impatients de jouer leur part dans le devenir de ce pays. Cet accord de partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes et le port autonome d'Abidjan présente de nombreuses opportunités d'apprentissage. Il s'agit notamment de programmes d'aide à l'embauche de jeunes diplômés. Selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré, 30 projets seront déroulés d'ici à 2020, ce qui devrait permettre de créer le maximum d'emplois au profit des jeunes. Je vous amène à Tumodi où une tornade a détruit la maison d'arrêt et la préfecture de la ville. C'est dans le centre du pays. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Les faits avec Walter Ouattara. Maisons décoiffées et clôtures de différentes concessions effondrées. C'est le triste visage que présente la ville de Tumodi, conséquence d'une violente tornade qui s'est abattue sur la dite cité. Ça a commencé vers les 17h30, 18h par des gouttelettes comme ça, avec un petit vent léger. Et nous-mêmes étions à la mairie, on s'est enfui rapidement pour aller voir le match de football, quand tout d'un coup, le vent s'est intensifié et vous avez commencé à voir des tourbillons, des arbres qui tombaient et on nous a coupé le courant. Les dégâts matériels sont énormes. Les locaux de la préfecture sont inondés d'eau. Les vitres et les toitures ont volé en éclats. L'édifice est quasiment hors d'usage. De nombreux autres bâtiments des structures publiques et privées, de même que certaines habitations, sont aussi touchés. La maison d'arrêt et de correction, qui compte plus de 200 prisonniers, a vu une bonne partie de sa clôture détruite. Au moment où il y a d'autres clôtures qui sont tombées, il y en a encore qui pannent. Au mois de vent, ça va s'écrouler. On a des détenus de grosses peines. Les coupeurs de route, il y en a. On a près de 200 détenus qu'il faut évacuer. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Nous allons lancer un appel partout à toutes les bonnes volontés qui veulent bien nous aider pour rétablir rapidement le minimum sur tous les biens qui ont été détruits. Pour l'heure, la population de Tumodi est sous le choc. Au moment où nous quittions la ville, la pluie continuait de tomber. La lutte contre la pauvreté est toujours d'actualité. En tout cas, les femmes de Korogo dans le nord du pays n'entendent pas baisser les bras. Elles conjuguent leurs efforts pour assurer leur autonomie. Ces femmes ont décidé de faire baisser le taux de pauvreté des femmes dans les zones rurales, un taux qui s'élève à 75%. Lata, paisible village agricole au riche patrimoine culturel sénoufo, situé à 12 km de Korogo dans la région du Poro, veut amorcer son développement. Plusieurs réalisations sont visibles. Reprofilage lourd de la route qui mène à Lata, construction d'un château d'eau, réhabilitation et construction de nouvelles classes pour l'école primaire et d'un collège en chantier. Pour lutter contre la pauvreté, la fondation Bâtissons Ensemble Lata, qui se veut un instrument de développement, entend jouer un rôle primordial. Nous avons mis en place un fonds de développement. Ce fonds servira aux femmes de faire des activités génératrices de revenus. En le faisant à notre niveau, nous pouvons donc les préparer à des projets plus importants. Pour l'installation de la section des femmes de la fondation Bâtissons Ensemble Lata, la marraine de la cérémonie, Madame Park Djougon, a fait don d'une décortiqueuse de vivre et non-vivre pour aider ses filles à améliorer leurs conditions de vie. L'émergence commence à partir du travail. Nous aimerons, d'ici le retour de Madame la marraine d'ici, qu'elle voie que vraiment nous avons mis les matériaux en pratique. Et cela doit commencer dès maintenant. La fondation Bâtissons Ensemble Lata est dotée pour le moment d'un fonds de 5 millions de francs CFA.
En politique, l'union fait aussi la force. Les parlementaires et les élus locaux du RHDP se sont réunis au sein du mouvement des élus pour sa consolidation et sa sauvegarde. Moussa Koulibaly et Thomas Gessambi nous parlent de la mobilisation et de la sensibilisation autour des idéaux du RHDP. Maintenir les acquis du RHDP, consolider le RHDP et préparer les mentalités pour le parti unifié. Quelques objectifs du nouveau mouvement des élus pour la consolidation et la sauvegarde du RHDP. Le mouvement s'engage dans la sensibilisation pour faire du RHDP un véritable parti unifié. La présentation du mouvement a été faite au directoire du RHDP. Nous allons rencontrer les directions prises individuellement, n'est-ce pas, au niveau des partis membres du RHDP, et nous allons passer à la grande phase de sensibilisation au niveau de tous les militants donc, du RHDP, au niveau des Ivoiriens qui croient en la philosophie oufouissienne. Selon Amadou Soumaoro, président du directoire du RHDP, la démarche est louable. Elle contribue à renforcer la confiance entre les membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est vrai que nous avons demandé d'aller au parti unifié en sensibilisant, en persuadant les uns et les autres. Et je crois que c'est le choix que les présidents ont fait. Qu'on mobilise, qu'on renforce les coordinations que nous avons déjà installées. Et qu'on installe de nouvelles coordinations, puisqu'on en a mis dans tous les départements et des sous-préfectures. Et c'est ce que nous allons attaquer les jours à venir. Le mouvement des élus pour la consolidation et la sauvegarde du RHDP a vu le jour le 16 février dernier. Il compte en son sein des parlementaires et des élus locaux. Du côté du FPI, on privilégie les échanges avec la chefferie traditionnelle. Afinguessan a donc rencontré la chefferie traditionnelle et brillé pour partager sa vision politique. Ils ont parlé de dialogue politique, de réconciliation nationale. Le reportage de Michel Digri. C'est la véritable première rencontre qu'il a avec la chefferie traditionnelle ébriée du district d'Abidjan depuis la perte du pouvoir d'État par le Front populaire ivoirien. Et pour ces retrouvailles, Afinguessan a d'entre deux jeux tenu à donner les raisons pour lesquelles il a choisi la voie du dialogue à celle de la belligérance après la chute de l'ancien régime. Le choix tactique que nous avons fait a été le choix du dialogue et de la réconciliation. Dialogue et réconciliation parce que de toute façon, toute crise, tout combat, toute guerre se termine toujours par le dialogue autour d'une table. Pour nous, comme on le dit, il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu le temps de la guerre, il faut qu'il y ait le temps de la paix. Les chefs Atchan ont également voulu être éclairés sur les raisons des querelles au sein du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, vous parlez de nos camarades qui ne sont pas en phase avec nous. Mais justement, c'est autour de cette question. C'est le rapport au pouvoir actuel. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du pouvoir? Beaucoup de ceux qui sont dans ce que nous avons appelé la fronde ne sont pas du tout d'accord pour le dialogue. Notre posture, nos responsabilités font que nous devons dépasser nos frustrations. Que nous devons même appeler nos compatriotes à la réconciliation. Le président du FPI rencontrera le jour à venir les chefs traditionnels d'autres communautés du district d'Abidjan pour leur expliquer sa vision politique pour la Côte d'Ivoire. Les élections législatives et municipales étaient au cœur d'une rencontre entre la présidente par intérim de CAP pour la démocratie et le développement et les personnes qui doivent participer à ces prochaines élections. Objectif, outiller les potentiels candidats à aborder ces échéances. Ils sont plus d'une trentaine de potentiels candidats aux prochaines élections législatives et municipales pour le compte du CAP UDD, CAP Unir pour la démocratie et le développement. Venu répondre à l'appel du parti, l'occasion a été donnée de présenter ces potentiels porteurs du drapeau du parti pour les échéances à venir. Pour la présidente par intérim du CAP UDD, Laurette Traoré, l'enjeu de cette assise est de taille. Nous voulons les former à être outillés pour affronter sur le terrain les futures élections afin de pouvoir les gagner. Nous avons un objectif, avoir au moins un groupe parlementaire à l'hémicycle.
Les candidats, eux, expriment leur fierté quant à la confiance accordée par le parti. Nous sommes plus que satisfaits, puisque depuis que nous avons lancé la candidature au niveau de tous nos militants à l'intérieur du pays et en Abidjan, nous avons travaillé et aujourd'hui c'est une récompense pour nous parce que nous avons été édifiés par Madame la Présidente. Nous suivons la ligne de notre parti et c'est ce que nous allons faire sur le terrain. Le CAP Unir pour la démocratie et le développement entend présenter au total 35 candidats, dont 18 aux législatives et 17 aux municipales. Vous vous souvenez de la célébration de la Pakino? Eh bien, les Baoulés n'étaient pas les seuls à célébrer Pakino. Les Bété aussi ont fait la fête. C'était à Gagnoa. Les Bété ont même associé les Baoulés à la fête. Une fête à laquelle Maurice Kakou Gikaoui a aussi participé. Place Henri Kouakou de Baoulé-Bougou dans la ville de Gagnoa, région du Gord. C'est là que la communauté Baoulé a célébré avec les communautés sœurs la 3e édition de Pakeno sous le fromager, devenue aujourd'hui une tradition. L'initiateur de cette célébration, le secrétaire exécutif du PDC-RDA, Maurice Kakou Gikaoui. Pour lui, cette fête de retrouvailles n'est pas un Pakeno de concurrence, mais un grand moment de communion avec la communauté Baoulé qui a décidé de rester sur place avec les frères Bété. On veut faire une symbiose entre mes parents Bété et la communauté Baoulé. Que 2017 soit une Pâque encore plus grande que ce que nous avons fait aujourd'hui. Abouanou André, président du comité d'organisation de cette 3e édition, a exprimé sa gratitude à tous les cadres du département de Gagnoa, aux invités et particulièrement à leurs frères de tous les jours, Maurice Kakou Gikaoui, qui a établi cette passerelle entre les deux communautés. Quant au porte-parole de la chefferie traditionnelle, il a traduit la gratitude de ses parents à leurs frères Bété pour toutes les marques de bonté dont ils font l'objet depuis plus d'un demi-siècle. Cette 3e édition de Pakeno sous le fromager a tenu toutes ses promesses. Une dizaine d'artistes, dont Antoinette Conan, Luxon Pado, ont fait vibrer de joie jeunes, vieux et cadres. La Pâque a aussi été célébrée à Boaké. Là-bas, les populations se sont données à fond lors de cette célébration. Replongeons-nous dans la commémoration de la Pâque. À Congo-Denkro, village situé à 2 km au sud de Boaké, une journée socio-culturelle parrainée par Atia Kwasi Sébastien, chef d'entreprise, a réuni du beau monde. Danse, sport et autres échanges sur la cohésion sociale dans le village étaient au menu des activités. Le village de Kwakou-Sekro, dans la sous-préfecture de Ouélé, a désormais un nouveau chef. Nanangata Kbli II est monté sur le trône de ses ancêtres. C'est la période de Pâques qui a servi de moment pour les populations de ce village de parler de développement. Construction d'une maternité, de l'église catholique et extension du réseau électrique, 3 projets chers à Nanangata Kbli II et au cadre. Les différents intervenants ont exhorté la population de Kwakou-Sekro à faire de l'essor de leur terroir commun leur préoccupation. Nzikofi Jean, président de la mutuelle de Kwakou-Sekro, a invité les cadres à l'union, à la fraternité pour un village prospère. La tribu Nanglais dans le département de Sakassou a choisi la Pakino 2016 pour l'intronisation de son chef. Cette tribu, qui est le regroupement de 5 villages, Angan-Kwadiokro, Nanglais Sandikro, Petessou, Dila et Afeli, veut désormais parler d'une seule voix. Ainsi, Nanan Kofi Beubro aura attendu 8 ans pour être intronisé. Chants et danses ont contribué à réussir la Pakino 2016 en anglais. Étendre le réseau électrique, bâtir une nouvelle école primaire et inciter les cadres à construire afin de faire d'Akanzakro un village moderne. Tels sont les projets de développement du village d'Akanzakro dans la commune de Boaké. Les filles et fils de ce village se sont retrouvés pendant la fête de Pâques pour parler développement. Sans chef de village depuis 2003, Akanzakro a désormais un nouveau chef. Nana Kofi Akanza II, 13e chef de ce village, a été intronisé dans la pure tradition baoulé. Les cadres ont sollicité la contribution de tous afin de faire d'Akanzakro un village moderne. Quant à Nana Kofi Akanza II, il a mis son règne sous le sceau de la construction du village, l'autonomisation de la femme rurale et mettre fin à l'exode rural des bras valides. Au centre de la Côte d'Ivoire, la fête de la Pâque connaît une animation particulière dans les villages.
Baptisée la Pakinou depuis quelques décennies, des actions de développement sont initiées. À Oko Farissa, c'est l'installation de la première mutuelle de développement du village qui a constitué le temps fort de la Pakinou. Cette mutuelle entend tout mettre en œuvre pour donner un aspect nouveau à ce village. Son président, Oussou Victorin, entend réunir tous ses parents autour de leur intérêt commun, Oko Farissa. Bani Kokerenou, dans le département de Sakassou. La mutuelle de développement de ce village a placé Pakinou 2016 sous le signe de la délocalisation. En effet, le village sera délocalisé sur un nouveau site. Une nécessité pour permettre à ce village de bénéficier de commodités pour son développement. De nombreuses scènes de réjouissance ont salué cette décision. La Cour constitutionnelle sud-africaine a ordonné hier au président Jacob Zuma de rembourser sous 45 jours une partie des frais de sa propriété privée payée par le contribuable. Une affaire à l'origine d'un énorme scandale. Le président de la Cour constitutionnelle sud-africaine estime que Jacob Zuma n'avait pas fait respecter, ni défendu, ni suivi la Constitution. Le verdict est tombé ce jeudi sur l'affaire Nkandla. Jacob Zuma va rembourser une partie de l'argent qui a servi à rénover sa résidence. Il y a 2 ans, la médiatrice de la République, chargée de veiller sur les deniers de l'État, a conclu que le président avait indûment bénéficié de travaux dans sa résidence privée de Nkandla. Des travaux évalués à 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA provenant de fonds publics. Le chef de l'État aurait imputé des factures de travaux purement personnels au trésor public. Une affaire qui a créé un scandale en Afrique du Sud. La médiatrice Tuli Mondonsela a donc demandé le remboursement d'une partie de la somme dépensée. Pendant 2 ans, Jacob Zuma s'y est refusé, rejetant toute responsabilité. Les 2 principaux partis d'opposition ont saisi à cet effet la Cour constitutionnelle afin qu'elle contraigne le président Zuma à rembourser l'argent. Ce 31 mars, la Cour a rendu son verdict, obligeant Jacob Zuma à rembourser une partie des frais de rénovation de sa propriété de Nkandla. La juridiction estime que le président sud-africain a enfreint à la loi. Le principal parti d'opposition a donc lancé une procédure de destitution contre Jacob Zuma dès l'annonce du verdict. Une situation qui assombrit l'horizon politique du président sud-africain. En Libye, quelques heures seulement après l'arrivée du chef du gouvernement d'union contesté, Fayez al-Sarraj, les autorités non reconnues siégeant à Tripoli l'ont sommé de quitter la capitale libyenne. Sachez que le gouvernement de Sarraj est soutenu par l'ONU. Ces choses faites, le chef du gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU est arrivé à Tripoli. Aussitôt arrivé, aussitôt sommé de repartir par les gouvernements parallèles de Tripoli et Tobrouk qui contestent sa légitimité. Mais le nouveau chef du gouvernement, lui, se dit engagé et entend tout mettre en œuvre pour faire de la réconciliation une réalité. Nous vous annonçons que le gouvernement libyen d'union nationale commence son travail depuis la capitale Tripoli. Nous annonçons le début d'une nouvelle phase de dialogue entre toutes les composantes du peuple libyen sur la base de l'accord conclu entre les Libyens qui comporte des garanties pour toutes les parties afin de respecter les buts de la révolution du 17 février. La tâche s'annonce déjà difficile pour le Premier ministre al-Sarraj. Dès son arrivée à Tripoli, la tension est montée d'un cran. Des artères principales ont été bloquées par des groupes armés et des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale. Malgré tout, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un transfert pacifique du pouvoir. Ceux qui font obstruction au processus politique doivent être tenus pour responsables. J'appelle la Chambre des représentants, le Parlement reconnu internationalement, à assumer ses responsabilités en mettant en œuvre toutes les dispositions de l'accord politique. Le gouvernement d'union a été mis en place après un accord signé en décembre 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU par des députés des 2 parlements rivaux de Tripoli et Tobrouk. Journée de mobilisation en France. Étudiants, lycéens, fonctionnaires et salariés battaient le pavé dans toute la France pour réclamer le retrait de la loi de réforme du Code du travail. Les défilés ont rassemblé plus de 390 000 personnes selon les autorités, plus d'1 million selon les syndicats qui appellent à la poursuite du mouvement.
Journée de colère et de mobilisation générale dans toute la France. Selon la police, ils étaient 27 000 à Paris, 20 000 à Toulouse, 6 000 à Rouen, au total des dizaines de milliers dans tout l'Hexagone. Salariés et étudiants disent non à la nouvelle loi sur le travail. Un test qui facilite les licenciements et précarise les emplois selon eux. Ils ont donc battu le pavé pour exiger le retrait pur et simple du projet porté par la ministre El Khomri. Aujourd'hui, on attend une réponse forte, qu'un gouvernement qui nous dise qu'on est entendu. Les mobilisations continueront quoi qu'il arrive, ça on l'a dit. On s'est positionné très clairement sur le retrait de ce projet de loi pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une colère qui est là, une contestation qui est forte et elle ne s'affaiblira pas. Ces manifestations qui ont lieu à l'appel des syndicats, de salariés et d'étudiants ont parfois dégénéré. Des heurts entre manifestants et policiers ont été signalés à Marseille, Rouen, Nantes et Paris. Une dizaine d'interpellations ont été enregistrées, notamment à Paris. Les manifestants n'étaient pas seuls lors de cette journée. Des hommes politiques de gauche les ont soutenus. Que nous partageons les combats des salariés, des étudiants, des jeunes qui sont là aujourd'hui, je pense que symboliquement c'est important. Si nous n'étions pas là, on dirait où sont les socialistes. Les socialistes sont là. Au gouvernement, on ne peut pas vous accompagner, vous faites fausse route. C'est la 4e mobilisation du genre depuis l'annonce de ce projet controversé. De nouvelles manifestations sont d'ores et déjà prévues les 5 et 9 avril, et ce, jusqu'au retrait de la loi Khomri. Cette information qui vient de nous parvenir, sachez que le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzumbandama, a démissionné aujourd'hui de ses fonctions lors d'une séance plénière au Parlement, une démission surprise à l'approche de la présidentielle de 2016. L'information a été donnée par l'un de ses proches collaborateurs à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Nzumbandama a estimé que les institutions et les députés n'étaient plus respectés par le pouvoir et qu'ils ne pouvaient plus continuer dans ces conditions selon la même source. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.